Bon, bonjour à tous et à toutes. Ouais, c'est une vraie joie et je me sens très touché en fait et honoré aussi de pouvoir avoir cet espace pour partager une expérience ou des expériences. Euh, Quand on en parlait avec Marie et qu'on a eu cette idée de partager cette expérience de méditation de pleine conscience en prison, on s'est dit que ce serait intéressant de vous partager quelques idées. Ce ne sont pas des leçons, mais plus voilà, des enseignements de ma propre expérience. Et puis aussi que peut-être ces idées généreront pour vous des questionnements, des réflexions, des prises de conscience aussi, peut-être, je ne sais pas, on verra. Vous verrez en tout cas, et qui peuvent être tout à fait intéressantes d'amener en fait en entreprise. Évidemment, les contextes n'ont absolument rien à voir, mais néanmoins, ce dont je me rends compte pour intervenir énormément en fait en coaching et en pleine conscience en entreprise, c'est que l'humain en fait a des processus qui sont très similaires d'un environnement à l'autre, parce que c'est la même personne, hein, et qu'on n'est pas séparés en différents fragments. Il y a une partie de moi qui est la personne en entreprise, et puis une partie de moi qui est la personne chez moi, puis une partie de moi qui est la personne quand je travaille dans une association, quand je suis avec des amis, etc. Et donc en fait cette unité de l'humain, cette intégrité en fait complète de l'humain, se trouve finalement dans tous les environnements et quelles que soient les conditions dans lesquelles la personne se trouve. Voilà, donc mon intention ce midi, en fait, c'est de vous partager cette expérience, quelques éléments, bien sûr, il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire, auprès de détenus dans un centre de détention, euh, à la fois des détenus qui sont en maison d'arrêt. Donc en maison d'arrêt, c'est des détenus qui sont soit en détention préventive, soit en courte peine, donc entre 3 mois et 2 ans. Et puis également des détenus en centre de détention qui sont là sur des longues peines. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Stéphane No, je pratique la méditation depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et depuis 2014, suite à plein de moments de vie à la fois magnifiques et douloureux, j'ai décidé en fait de partager, de diffuser la pratique de la méditation de pleine conscience auprès de différents publics, les publics des entreprises, voilà, donc vous qui nous regardez aujourd'hui, particulièrement des managers, des leaders et des dirigeants, mais aussi des équipes, et puis auprès du grand public, à travers en particulier le programme MBSR, et également auprès des personnes invisibles, enfin, que je nomme moi invisibles, qui sont les personnes que soit on ne voit pas parce qu'on ne peut pas les voir, c'est le cas des détenus, soit on les voit tous les jours, mais on ne les voit plus. Et c'est le cas par exemple des sans domicile fixe, c'est le cas des femmes violentées, etc. Et donc, voilà, je me dis que c'est important que cette pratique puisse être mise à disposition de tous les publics, parce que non seulement la pratique en elle-même amène une conscience de soi et un rayonnement de soi dont on peut prendre conscience, et puis aussi parce que ma mission de vie, c'est de contribuer à un monde apaisé, un monde bienveillant et un monde uni et joyeux. Donc tout ça, euh, euh, tout ça fait que je propose en fait ma pratique, je la mets à disposition en fait du plus grand public. Et puis je propose aussi des accompagnements sous forme de coaching professionnel en entreprise, essentiellement pour les managers, les leaders et les dirigeants. Alors, pour rentrer dans le sujet, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'abord, euh, alors oui, d'abord, on va procéder de cette manière-là. Donc, je vais vous donner quelques clés que moi j'ai reconnues pour voilà, vous inspirer, j'espère. Et puis, on continuera par une pratique de méditation. Euh, donc, aller en prison, en fait, c'est un challenge. C'est un vrai challenge. Je me souviens de la première fois, il y a 3 ans, je suis rentré dans un centre de détention. Franchement, je n'en menais pas large. Parce que il y a toute une représentation que je me faisais en fait de ce qu'était un détenu, qui était très très coloré des films, voilà, souvent qu'on voit, ou des articles qu'on peut lire à droite et à gauche sur le monde de la prison,
monde violent, hostile, dur, dans lequel il faut se protéger, dans lequel il faut s'affirmer, dans lequel il faut combattre et dans lequel il faut parfois même sauver sa vie. Ça, c'était la représentation que j'en avais. Et donc, bah, par extension, en fait, la représentation du détenu, pour moi, c'était quelqu'un qui pouvait, plus que potentiellement, être très agressif. Et je m'imaginais déjà être pris en otage dans une salle, dans une cellule, par des grands gars baraqués qui voulaient en découdre avec moi. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc je vous rassure, d'ailleurs, sinon je serais pas là pour vous en parler aujourd'hui, je serais complètement terrorisé au simple fait de l'évoquer. Mais quand j'ai franchi au centre de détention d'Annelin les 13 portes qui séparent la porte d'entrée de la prison et la salle dans laquelle l'activité de méditation de pleine conscience allait se tenir, c'est vrai qu'il y avait une très grande anxiété. Et la première chose qui m'a surprise, c'est de voir arriver effectivement parfois des grands gaillards et parfois des tout petits, mais dans une humanité très forte, dans le sens où ils étaient extrêmement ouverts. Et c'est vraiment, enfin pour la plupart en tout cas, très, très touchant de les voir, il était possible pour eux de se relier à leurs émotions et qu'ils avaient envie en fait de trouver un espace dans lequel ils puissent explorer quelque chose d'eux-mêmes. Et si je fais le lien juste sur ce plan-là, en fait, avec l'entreprise, avec la vie en entreprise, c'est intéressant de voir qu'il y a en fait en soi deux grandes facettes. Enfin, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'en ai vu deux. Il y a la facette qui vous met dans l'élan, dans la motivation de bouger, de faire des choses, de réaliser, de vous accomplir, qui, en fait peut se relier si c'est fait, si cet élan est authentique en fait à cette part belle de nous-mêmes, au prince ou à la princesse qui est en nous et qui a juste envie de rayonner, d'exceller. Et puis d'un autre côté, il y a une part vulnérable, fragile, sensible, qui est touchée aussi par soi et par l'extérieur. Et, et ce qui m'est venu, en fait, c'est que finalement, dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'espace pour exprimer cette part-là. Il y a beaucoup d'espace pour exprimer la recherche de performance, les résultats, les évaluations et éventuellement les sanctions, positives ou négatives. Mais il y a finalement assez peu de lieux et de moments dans lesquels il y a une certaine liberté de pouvoir finalement vivre ses propres émotions, vivre ses propres sentiments du moment et vivre aussi ses propres fragilités. Comme si c'était quelque chose qui n'était pas autorisé, comme si c'était quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre. Et je me dis quand même, quand on va en prison, il y a assez peu d'espace pour ça, en fait. Et c'est pour ça aussi que je fais le parallèle. Il y a assez peu d'espace pour ça, parce que bah, voilà, la détention, c'est pas quelque chose de facile, toujours joyeux, même si parfois ça peut l'être. C'est brutal, c'est dur, quoi. C'est dur, c'est bruyant, c'est un système un peu agressif. Et c'est un système qui est très jugeant aussi. Hein. Donc, il faut voir qu'un détenu qui a été jugé par un tribunal, s'il est condamné à la prison, il arrive au centre de détention ou à la maison d'arrêt et bien tous les jours, en fait, on va lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien et que c'est bien fait qu'il soit là. Voilà. Et ses co-détenus, ses partenaires de mauvaise fortune sont là aussi pour le lui rappeler. Et puis tous les 6 mois, ils sont évalués. Et ça n'a rien à voir avec les NAO, hein, ou les entretiens de fin d'année, ou les entretiens annuels. C'est une évaluation par des psychologues et par des juges. Et tous les 6 mois, on leur redit que leur peine est tout à fait justifiée par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc en fait, il y a un système psychologique en fait pour le détenu qui peut être très très difficile à vivre, alors que la plupart des détenus ont juste envie de retrouver en fait un élan qui leur permette progressivement de préparer leur réinsertion et puis de se réinsérer. Donc la plupart des détenus en fait recherchent très profondément en fait le bonheur
ça paraît bizarre de dire ça, de bonheur en prison, mais recherchent à se relier à leur propre humanité. Et donc, le fait de proposer des pratiques de méditation de pleine conscience ouvre cet espace. Un espace dans lequel il y a de l'écoute et de l'ouverture à l'autre, un espace dans lequel il y a une possibilité de déposer ses souffrances et ses difficultés, un espace dans lequel il n'y a pas de jugement et beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est un des éléments, je trouve, clés qui me semble être intéressant de pouvoir transposer d'une manière ou d'une autre, en fait, en entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais quand j'anime des stages de pleine conscience ou des coachings dans lesquels la pleine conscience est intégrée. C'est justement qu'il puisse y avoir ces espaces-là pour qu'il y ait une possibilité de se relier à son authenticité. Et du coup, retrouver une capacité à rayonner. Et ça veut dire, en fait, dans le cadre de l'entreprise, à retrouver aussi l'élan de la performance. Voilà, j'ai noté en fait, ça c'est plus je dirais une introduction générale, mais je voudrais vous citer 5 points importants que j'ai notés en quelques minutes dans cette expérience de la prison. Le premier point, c'est que personne n'est épargné par la souffrance. Alors peut-être que ça résonne pour vous d'une manière particulière ou pas d'ailleurs, mais personne ne peut échapper au stress et à la souffrance. En fait, ce qui est intéressant là, c'est de voir que la condition humaine est très fragile. Ce sont des vagues. Hein. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'utiliser des métaphores, et là, dans ce cas-là, moi, je comparerais ça à un océan. Vous voyez, il y a des moments où la mer est très calme, tout est calme, à la surface, en profondeur, tout va bien. Le soleil rayonne, et il n'y a pas de vent, très peu. Et puis, à d'autres moments, en fait, les flots sont absolument déchaînés. Et on ne peut rien faire, en fait, contre ces mouvements de la vie qui sont là. Alors, si on ne peut pas y échapper, ça veut dire qu'on a plutôt intérêt au quotidien à considérer que c'est possible. Et que quand ça arrive, nous avons plus besoin de compassion que de pression ou d'accusation. Et typiquement, en fait, un détenu, lorsque lorsqu'il vit des états émotionnels intenses, a plus besoin d'être consolé et rassuré plutôt que d'être vilipendé en disant que c'est interdit en fait d'avoir ces émotions-là parce que le contexte n'est pas favorable à l'expression de ces émotions. Voilà, il y a une grande croyance qu'il faut être fort pour survivre. Et en réfléchissant, et puis dans un autre projet que je partagerai dans un autre temps, mais qui est très important pour moi et qui sera mis en valeur au mois de mars l'année prochaine, j'ai réfléchi aussi sur cette question de la force et quelle était la vraie force en fait. Mais finalement, la vraie force, c'est d'être entier. C'est d'être capable d'être relié à tout notre être tel qu'il est et de nous accepter tel que nous sommes. C'est là où on retrouve de l'ancrage et c'est là où on retrouve effectivement de la force et de voir que bien souvent on peut être pris dans le triangle dramatique d'être une victime qui cherche un sauveur ou un persécuteur qui persécute la victime ou un sauveur qui essaye de la sauver. Et cette position en fait dans ces trois rôles qu'on peut alternativement vivre au fur et à mesure d'une journée ou d'une heure ou d'une minute même, c'est une bonne connaissance en fait de ces schémas nous fait sortir petit à petit d'un schéma qui est très très nuisible pour nous et qui est très souffrant. Voilà, donc le premier point, c'est vraiment personne n'est épargné par la souffrance, par le stress, et que c'est important de voir que nous sommes entiers, et dans cette unité de notre être, il y a aussi les vagues de l'océan. Et là, la pleine conscience nous aide beaucoup pour justement aller un petit peu en dessous des vagues et voir qu'en dessous, c'est relativement calme et tranquille. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est que
et ça va peut-être vous paraître étrange par rapport à des détenus, mais que chacun a une bonté innée en lui. Chacun a une bonté innée en lui. En fait, quand vous regardez un être humain, quand il naît, il n'a absolument aucun conditionnement. Il a des mécaniques biologiques qui font qu'il est en vie. Il a hérité de ses parents des gènes qui vont structurer petit à petit son existence. Mais ces gènes sont par essence neutres. Ils ne sont pas bons ou mauvais, ils sont juste comme ils sont. Et cette bonté innée, cet amour inconditionnel, en fait, est en nous depuis que nous sommes conçus. Même pas nés, mais conçus. Voilà, il n'y a rien de mauvais en nous. Moi, enfin, sincèrement, quand vous avez en face de vous quelqu'un... alors, moi, je ne connais pas l'histoire des détenus et je ne veux pas la connaître. Mais parfois, ils se confient à moi. Et quand vous écoutez leur histoire vraiment attentivement, enfin, moi, chaque fois, je suis ému, en fait, vraiment ému. Parce que quand on voit le chemin de vie qui a amené à un fait, à une action dommageable, très, très fortement dommageable, qui a parfois entraîné la mort, voire plusieurs morts, il y a, on peut voir ça sous l'angle de l'action, ça c'est le boulot des juges, mais on peut aussi voir ça sous l'angle de l'être et de la souffrance. Et en fait, ce sont des conditionnements qui se sont agrégés au fur et à mesure de la vie, qui amènent en fait un individu à commettre un acte irréversible. Et donc, retrouver en fait la bonté en nous, retrouver l'amour en nous, en fait, est quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas vivre et se réinsérer, réhabiliter, si je veux dire ça comme ça. Autrement dit, retrouver des habiletés positives dans la société si on ne retrouve pas un minimum la conscience qu'au fond de nous, il y a quelque chose de bon. Et là, il y a un apport très très important en fait de la pleine conscience qui nous amène à retrouver c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre qui a été choisi pour cette intervention, se relier à notre humanité profonde et aussi se relier à notre humanité partagée. C'est-à-dire retrouver quelque chose en nous qui est fait d'amour, de compassion, de tendresse, de gratitude, de bienveillance et d'absence de jugement. Donc, il s'agit là, quel que soit notre chemin de vie, d'accepter de prendre du temps pour se retrouver. Et se retrouver peut passer, c'est assez pertinent, on va dire, par des pratiques de méditation de pleine conscience qui justement nous invitent à nous accueillir tels que nous sommes. Quand par exemple, je propose un balayage corporel ou une pratique de respiration un peu longue à des détenus, je suis toujours très étonné de voir que dans les partages, ils me disent « mais j'ai l'impression d'être un être entier », alors qu'ils sont arrivés dans la salle en étant complètement séparés de tout, en fait, séparés de leur comportement, de leurs attitudes, de leurs émotions, de leur corps, de leurs pensées, enfin tout ça n'est plus assemblé en fait quand ils arrivent dans la salle. Et ils ressortent en étant un petit peu plus réunis. Voilà, et autrement dit, si je fais le lien avec l'humain en entreprise, mais encore une fois, je ne dis pas du tout que les situations sont comparables, absolument pas. Mais je dis juste que si on regarde véritablement un humain en entreprise, en fait, on peut y voir non seulement un humain qui souffre par moment, et d'autre part un humain qu'on ne considère pas comme un humain bon et positif. En fait, on le considère bien souvent, mais par des postures de stress et des jeux qui se comprennent tout à fait, hein, comme quelqu'un qui a des difficultés, qui n'est pas à la hauteur, qui a besoin de compétences supplémentaires, alors que souvent, en fait, il a besoin simplement d'être restauré. Le troisième point qui me semble important de vous partager aujourd'hui, c'est que, du coup, on peut reprendre la barre de notre vie. Et ça, c'est un point qui amène vers un élan, en fait. Dans les séances, j'ai animé plusieurs programmes, j'en ai mis 5. Dans les séances, en fait, je suis très souvent étonné de voir des gens arriver complètement en vrac,
dans une souffrance très forte qui s'exprime très souvent en fait par des mots forts, par une logorrhée verbale, par des attitudes agitées, et de voir que finalement ces personnes arrivent à revenir au calme en reprenant le pouvoir. Voilà. Mais pas le pouvoir sur les autres, ce qu'ils font tous les jours dans les couloirs et dans leurs cellules, ou à la promenade, ou pendant le repas, mais le pouvoir sur eux-mêmes. Et donc il y a quelque chose là autour de retrouver le chemin de l'autonomie. Et c'est finalement une très belle mission qu'on peut s'assigner en tant qu'humain, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, que de retrouver, d'aider l'autre à retrouver sa propre autonomie. C'est-à-dire sa liberté de choisir et d'agir. Dans le cadre qui est défini, bien sûr. Donc, reprendre la barre de notre vie, c'est retrouver le chemin, c'est ne plus se sentir perdu dans les méandres des émotions, dans les méandres des situations, dans le méandre des conditions, pour revenir à quelque chose qui vient retoucher notre élan de vie et qui va significativement, en entreprise, contribuer à la performance. La motivation, le mot motivation, en fait, est basé sur le mot mouvement. Et donc, c'est un mouvement vers la motivation. Et c'est une acceptation que ce mouvement peut exister, et c'est la capacité de mobiliser ses ressources pour le rendre possible. Et c'est typiquement ce que fait un manager dans une entreprise. Et c'est typiquement ce que je fais quand je suis dans l'entreprise, mais c'est aussi ce que je fais quand je suis avec des détenus. C'est-à-dire leur donner la possibilité de restaurer le lien qui existe, enfin qui existait, et qui existe avec leurs propres ressources. Donc, aller vers l'autonomie, dans bien sûr aussi une intelligence de l'ici et maintenant, parce que forcément, quand vous êtes face à 5 gaillards qui à des moments réagissent de manière un peu tendue à simplement ce que vous leur proposez, bien sûr, il faut aussi jouer avec l'intelligence de la situation pour adapter finalement soit l'outil, soit le processus qui structure l'intervention pour que, évidemment, cette personne puisse se sentir en sécurité dans ce qui est proposé. Mais finalement, ça n'est pas très éloigné de ce que fait un manager avec son équipe. Si vous regardez sur le fond, bien sûr, pas sur la forme, mais sur le fond, lorsque dans une équipe, vous avez une personne qui est en difficulté, extrêmement tendue, vous ne savez pas d'ailleurs pourquoi et vous n'avez pas forcément à le savoir, qui a l'impression d'échouer, qui voilà, peut-être la meilleure manière que vous pouvez dont vous pouvez l'aider, c'est de lui montrer que finalement il a des ressources pour faire face à cette situation-là et de le laisser utiliser ses ressources comme il l'entend. Mon tout premier programme, ma toute première séance, je me suis rendu compte que j'essayais de penser à la place du détenu. C'était une catastrophe. Ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là dans la connexion qui est un petit peu perdu. Et sur ce plan-là, reprendre la barre de notre vie, c'est finalement de passer de ce triangle dramatique dans lequel il y a la victime, le persécuteur et le sauveur, à un triangle d'encapacitation, de empowerment, comme on peut dire en anglais, dans lequel la personne va sortir de ses rôles pour en prendre d'autres. Voilà. Et ça va être très intéressant parce qu'il va pouvoir s'approprier finalement une autre dynamique qu'il aura lui-même découvert par lui-même, en fait. Et ça, la pleine conscience nous aide beaucoup, en fait, à cette autonomisation, dans le sens où elle nous autorise, enfin, plutôt, elle autorise la personne à s'autoriser à y aller. Alors, le quatrième point, c'est que on fait société partout, en fait. Et alors ça a été une très grande surprise pour moi. Parce que je me disais, bon, finalement, la vie en prison, enfin, j'avais tous mes filtres, hein, dont je vous ai parlé un petit peu au début de ce live. Et je me disais, mais comment est-ce que ces gens peuvent vivre ensemble, en fait, alors que finalement, la seule chose qui les réunit,
c'est ce qu'ils ont fait avant. Voilà. Et ils se retrouvent au même endroit parce qu'ils ont été condamnés pour ce qu'ils ont fait avant. Et finalement, en regardant bien, j'ai fait un lien. Bon, j'aime bien faire des liens, alors peut-être qu'ils vous surprennent, mais ils sont pas du tout, c'est pas du tout péremptoire. Mais j'ai quand même fait un lien avec des monastères que j'ai fréquentés à un moment où j'étais au tout début de ma pratique en fait dans la méditation bouddhiste, avec des monastères bouddhistes ou avec des communautés de pratiques de méditation laïque. Et j'ai quand même fait un parallèle. Je me dis, mais finalement, en fait, tous ces gens-là sont là pour la même chose. Et donc, ce qui les réunit, c'est bien sûr ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi ce qu'ils sont en train de vivre. Et en ce sens-là, c'est une communauté dans laquelle il y a des règles partagées, il y a un cadre strict, très strict, en fait, partagé. Il y a des valeurs euh, à peu près partagées, et il y a un mode de fonctionnement qui est partagé lui aussi. Et il y a aussi des modes relationnels qui sont codés, en fait, qui ne sont pas écrits, mais qui sont codés. Et donc, en fait, c'est une véritable communauté. Et j'ai trouvé, en fait, il y avait beaucoup, en fait, dans toute ce sentiment, en fait, que moi, je pouvais avoir, enfin, en tout cas, cette lecture que je pouvais avoir de leur environnement, de violence et de dureté, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de cœur aussi. Il y avait beaucoup d'entraide, de solidarité entre les individus. Et donc, c'est très étonnant de faire société en se disant que finalement, bah, même si c'est dur, on peut avoir du cœur et on peut s'entraider. Et j'ai vu des situations, enfin, en tout cas, ils m'ont raconté des situations très très touchantes de personnes qui, par exemple, faisaient un malaise dans la cour de promenade. Et voilà, donc certains continuent à faire leur sport, et puis d'autres se réunissaient pour aider cette personne à se remettre debout, à- voilà, enfin, on s'attend pas, en fait, du tout à ça. Et ce qui me fait penser à la notion de l'interdépendance. C'est-à-dire que euh, une communauté est un système, euh, voilà, n'importe quelle communauté, que ce soit la prison, l'entreprise, une association ou un groupe d'amis, en fait, c'est un système. Et dès l'instant, en fait, où une personne change quelque chose, bouge ou fait un mouvement, bah, tout le système, en fait, est impacté et change. Et donc cette vision systémique que j'essaye aussi de leur montrer, en fait, à partir de l'idée de l'interdépendance, c'est que bah, finalement, tout le monde est relié. Et j'ai introduit en fait dans mes programmes des très très belles pratiques, enfin, je crois, en tout cas moi je les trouve très belles, que je partage autour de l'interdépendance dans la nature, par exemple, où on voit bien que si euh, enfin, notre respiration en fait n'est simplement qu'un mouvement d'échange entre nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes et puis nous-mêmes avec l'extérieur aussi de nous-mêmes. Et donc nous offrons notre air aux arbres qui, la nuit, peuvent nous fournir de l'oxygène pour la journée. Et si nous ne respirons plus, s'il n'y a plus d'humains, eh bien, les arbres meurent. Mais de la même manière, si les arbres meurent, les humains meurent. Et donc, l'air que je transmets à l'extérieur est un air que je partage avec les arbres, mais aussi, évidemment, du coup, avec tous les êtres humains. Donc, on voit bien il y a une interdépendance qui est très, très étroite, alors que le monde tel qu'il est construit et tel qu'il est vécu aujourd'hui, tend à séparer les êtres les uns des autres et du coup renforcer les postures d'ego, renforcer les postures de posture, renforcer les rôles et amplifier en fait des masques qui finalement trahissent notre propre souffrance. Et le cinquième point qui m'est apparu très important de vous partager aujourd'hui, c'est la compassion, la force de la compassion et de la bienveillance. Alors si on considère que personne n'est épargné par la souffrance, que chacun a une bonté innée en lui, que chacun a le pouvoir de reprendre la marche de sa vie, euh, la barre de sa vie, que tout ça se fait dans un cadre communautaire, donc où on fait société, et bien ce qui va lier tout cela,
et ce qui va enfin, donc lier tous les individus de la communauté, mais aussi soi avec soi, c'est précisément les qualités de cœur. Et parfois, quand j'ai introduit ce type de sujet avec des détenus, euh, bon, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que précisément, en fait, les, les, les systèmes de protection très puissants qu'ils ont mis en place pour se protéger de leur environnement ne leur permettaient plus d'accéder, en fait, à simplement cette dimension humaine profonde qu'est juste le cœur. Le cœur, non pas en tant qu'organe, mais le cœur en tant que siège des émotions. Et puis, siège, évidemment, de l'amour, de la générosité, du don, de la bienveillance et de la compassion. Et, et voilà, donc c'est très touchant, en fait, de voir des personnes petit à petit se transformer et puis se relier à cette capacité, soit dans des pratiques de pleine conscience, je dirais, d'auto-compassion, ou comme par exemple des pratiques du toucher bienveillant, ou alors comme des pratiques d'amour bienveillant, qui sont des pratiques où effectivement on diffuse en nous et à l'extérieur de nous des vœux euh, de bonne santé, de bonheur, de libération de souffrance, de paix, par exemple. Bon, amener ça dans un groupe de prisonniers, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Enfin, ça n'a pas marché à tous les coups non plus, hein. Mais à chaque fois, ça porte en fait quelque chose de très fort et de très puissant, comme s'il y avait quelque chose qui était restauré, un lien profond qui était restauré avec l'être profond. Et, et voilà, je sens là juste une émotion qui monte parce que je me souviens, j'ai terminé un programme de 8 séances il y a 15 jours maintenant, et j'ai 2 détenus en fait qui ont pleuré à la fin de la pratique. C'était c'était incroyable parce que au début du programme, ils étaient euh, en vrac, vraiment, et dans un schéma très très, enfin ultra protecteur et donc ultra méfiant et donc ultra menaçant. Euh, voilà. Donc apporter en fait cette possibilité à des personnes, quel que soit l'environnement, mais je pense par exemple à l'environnement d'entreprise, apporter en fait des pratiques dans lesquelles on se relie à notre propre humanité, c'est-à-dire à notre propre cœur, euh, permet à chacun de se retrouver dans quelque chose de fondamental et d'essentiel et de pouvoir le partager avec les autres. Et vous voyez bien que du coup, quand dans une discussion, souvent en fait, les personnes s'adressent d'argument à argument. Donc on est vraiment dans une forme de confrontation des arguments, qui souvent d'ailleurs est une confrontation d'ego. Mais c'est pas un gros mot, ego, hein, il y en a, hein, donc c'est pas un problème, mais voilà. Mais si on commence à remonter un petit peu vers le plus profond de nous-mêmes, lorsque la relation s'installe ou se développe ou se déploie à partir des qualités de cœur, eh bien vous avez un mode de relation fondé sur l'authenticité. Et précisément, c'est cette authenticité qui montre que chacun voit le sens de sa propre vie, de sa propre existence, est capable de décider en conscience de ce qui est bon pour lui, et est capable de se relier à l'autre avec authenticité. Et c'est pour moi, le vrai sens de la collaboration, qui est en fait finalement la coopération. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que dès l'instant où on trouve un schéma relationnel qui convient au système, donc aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes, eh bien, on voit bien aussi que juste derrière, ce qui suit, c'est le mouvement collectif. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a du sens, évidemment, pour les personnes, mais c'est aussi quelque chose qui change profondément la société, qui amène de la paix, qui amène de l'ouverture, qui amène de la joie. Et je pense qu'on est tous euh, ensemble, là, aujourd'hui, à préférer la joie que la souffrance et la douleur, il me semble. Voilà, donc j'avais envie de partager ces éléments-là, puis voilà,
aussi pour mettre en évidence que dans la pratique de la pleine conscience, en fait, de la méditation de pleine conscience, on est très centré sur ces thèmes-là. Et on en voit les effets. La méditation de pleine conscience, c'est une pratique, une pratique laïque, mais c'est une pratique extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'on prend les choses les unes après les autres. On prend le temps d'aller explorer notre propre expérience et de se relier au meilleur de nous-mêmes. Autrement dit, on vire les conditionnements petit à petit, les conditionnements qui nous encombrent et qui nous font souffrir, pour nourrir, voire créer de nouveaux conditionnements qui nous vont mieux et qui correspondent et qui sont en lien avec notre élan de vie. Donc quand vous avez des personnes qui arrivent à se relier à ça, eh bien, vous pouvez être à peu près sûr que la communauté sera enrichie de ces mouvements authentiques et sincères vers chacun, parce que nous sommes des êtres de rayonnement et de lien, hein, bien sûr. Donc c'est ce que j'appelle se relier au prince qui est en nous, se relier à notre lien, à notre capacité créative, à nos ressources, à nos besoins. Et puis le dernier point, et puis ensuite on prendra un temps de pratique ensemble si vous voulez, c'est que personne n'est invisible. Et le fait d'aller voir des sans-abri, le fait d'aller voir des détenus, là où ils sont, les rend visibles. Alors visibles à mes yeux et aux yeux de tous, mais surtout, eux prennent conscience qu'ils ne sont pas invisibles. Et là, on restaure en eux cette existence, en fait. C'est que d'un coup, ils reprennent existence. Et peut-être une invitation serait pour vous, peut-être dans votre entreprise, d'essayer de voir s'il n'y a pas des personnes invisibles. Et comment est-ce que vous pourriez les aider à exister? Voilà, ça me fait un peu vibrer quand je vous parle de ça, parce que c'est tellement... Enfin voilà, si on peut arriver à ça, c'est magnifique. Enfin, maintenant, c'est ma lecture, et j'ai pas prétention d'avoir raison. L'idée, c'est plutôt que vous puissiez picorer dans tout ce que je dis là, peut-être des idées, des questionnements, des réflexions. Et puis, voilà, puis si vous avez envie, on peut trouver un espace à un moment ou à un autre pour en parler et voir comment on peut mettre ça en place. Alors, il nous reste une petite vingtaine de minutes, et donc je vous propose de prendre un temps de pratique, et puis si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez, ou des questions ou des commentaires. Merci à Françoise et Sophie qui me disent que c'est très intéressant et bien expliqué. Merci beaucoup, ça me touche. Mais si vous avez voilà, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de façon à ce que je puisse prendre un petit temps à la fin. On n'aura pas beaucoup de temps, mais un petit temps pour essayer de répondre aux points essentiels. Mais je vous propose là pour l'instant de prendre un temps de pratique et pour cela, de choisir de vous asseoir vraiment, d'inviter vos paupières à se fermer et de prendre le temps de sentir votre posture assise, de la ressentir vraiment, de voir comment cette stabilité, petit à petit, se fait dans la conscience du contact de votre corps avec le sol, la chaise ou le coussin. Et si vous êtes dans une autre posture, comme par exemple une posture allongée, de sentir aussi le corps reposé là où il est, simplement en sentant les points de contact. C'est une invitation à explorer l'expérience du présent avec ouverture, avec curiosité.
en accueillant tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience, là. Et en vous rappelant qu'il n'y a pas de challenge dans la pratique de la méditation. Il y a simplement des invitations, des propositions que vous pouvez entendre, que vous pouvez vous faire aussi. Et dans un premier temps, je vous propose de porter votre attention sur votre corps. Juste de noter comment vous vous sentez à cet instant. Sentir le corps posé, sentir la respiration, le mouvement du souffle qui va et qui vient. Et maintenant que vous avez pris contact avec votre corps et votre respiration, juste aller rencontrer les sensations de confort et d'inconfort qui peuvent être présentes. Confort et inconfort, mais aussi peut-être des sentiments qui viennent se poser dessus, comme le plaisir ou la douleur, le relâchement ou la tension, ou des choses entre les deux. Juste noter comment comment ça fait d'être en contact avec ces sensations et avec ces sentiments juste à cet instant. C'est l'invitation de ne pas porter de jugement, mais plutôt d'accueillir ce qui se présente comme ça se présente. Vous avez un corps, et à partir de ce corps, vous faites l'expérience du plaisir, de la douleur, du confort, de l'inconfort. C'est exactement ce que ce corps fait à chaque instant de votre vie. En rappelant que les sensations sont juste là pour nous dire que nous sommes vivants. Et la proposition est simplement de rester dans cette posture et d'apprécier le fait d'être vivant. Et à partir de la pratique de la méditation, à partir de la pleine conscience de l'instant présent, nous avons l'opportunité de découvrir ou de retrouver notre dignité d'être humain, en allant au-delà peut-être de nos tendances habituelles à être dans la crainte, la peur, l'instinct, les habitudes. Mais ce serait plutôt d'embrasser l'entièreté de l'expérience du moment. Nous n'avons pas besoin de rester toute notre vie dans la peur et dans l'anxiété ou dans l'inconfort. Et à présent, si cela vous va, la proposition est de porter votre attention sur votre corps émotionnel, sur votre cœur, pour le dire autrement. Juste de noter s'il y a des émotions ou des sentiments, des états d'âme qui sont là. En restant curieux de ce qui se passe, de ce qui apparaît moment après moment. Peut-être des sentiments de contentement, de tristesse, de colère, d'ennui, de frustration.
de joie, de paix ou d'autres choses encore. Juste noter quels sentiments, quelles émotions sont là. Nous sommes des êtres faits d'émotions, nous ressentons les émotions. Et quel que soit le sentiment ou l'émotion, c'est tout à fait naturel et humain. C'est juste une part de notre humanité partagée. Il n'y a aucune raison de se sentir mal avec une émotion, mais plutôt voyons comment nous pouvons l'accueillir, la chérir. Et tout comme nous sommes allés à la rencontre de notre corps, de nos émotions, partons à présent, si ça vous va, dans nos pensées. Habituellement, dans la pratique, les pensées sont considérées comme des distractions. Mais là, je vous propose en fait de les considérer comme l'objet de votre attention. Notez simplement les pensées qui apparaissent. Peut-être qu'elles restent un moment. Éventuellement, elles se dissolvent. Et puis une autre arrive. Et c'est normal. Notre esprit, notre cerveau nous montre qu'il fonctionne bien parce qu'il y a des pensées. Et c'est son travail. Il n'y a rien de mal à penser. Mais l'invitation, c'est plutôt à cet instant de voir qu'il y a simplement des pensées sans vous intéresser au contenu. Juste de noter, un petit peu comme si vous regardiez le ciel, un ciel bleu avec des nuages qui passent, poussés par le vent. Voir des pensées qui apparaissent, poussées, et puis qui disparaissent. Quelles que soient ces pensées. La pratique de la pleine conscience nous invite à ne pas vouloir les supprimer ou les éliminer, mais plutôt de changer notre relation aux pensées. De noter les pensées comme des pensées, pas plus. Et notant qu'il n'y a aucune raison de se sentir mal à l'aise avec nos pensées. Et à présent, si cela vous va, et quand cela vous va, la proposition est de porter votre attention sur l'expérience tout entière. L'expérience du corps, l'expérience des émotions, l'expérience des pensées. D'accueillir tout ce qui apparaît dans le champ de votre conscience, instant après instant. Et voyez si vous pouvez relâcher le mental si conditionné, toutes ces préférences, toutes ces aversions. Ce mental qui, bien souvent, préfère l'agréable et rejette le désagréable. Juste noter ce mental qui va et qui vient.
sans le juger, sans vous juger dans l'expérience. Tout ce qui surgit est juste votre propre présent, votre expérience humaine du moment. Et il n'y a rien de mal avec ça, ou avec vous. Vous n'avez pas besoin de régler quelque chose. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez aucune raison d'être embarrassé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes juste un humain avec, basiquement, un bon corps, un bon cœur et un bon esprit. Vous avez le droit et vous méritez d'être vivant et présent, ici et maintenant. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit d'être assis sur la terre. C'est votre maison. Vous appartenez à cette maison. Vous pouvez vous donner l'autorisation pleine et entière d'être juste comme vous êtes. Ressentez votre propre humanité, votre bonté innée. Vous êtes vivant. Et dans un court instant, un son de bol de méditation va résonner. Il est possible que, au vu des qualités techniques des micros, parfois vous ne l'entendiez pas. Mais je vous inviterai dans un instant, si vous ne l'entendez pas, à ouvrir les yeux. Voilà, chers amis, si c'est bon pour vous, vous pouvez tout doucement inviter vos paupières à se rouvrir. Peut-être juste de voir que je suis toujours là sur l'écran, avec Petit Bambou. Que cet écran se place en fait dans un espace qui est bien plus large, qui est celui de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et cette pièce dans un espace encore plus large, qui est le bâtiment, puis finalement le monde. Voilà, retrouver le lien avec notre propre humanité, s'éloigner en fait des difficultés que nous avons nous-mêmes créées pour se relier
à la plus belle part de nous-mêmes, la part authentique, la part du prince et de la princesse qui est en nous. J'avais envie de vous partager cette pratique et de... Voilà, il est presque 3 minutes avant la fin. Mais si vous avez envie de publier quelque chose, un commentaire ou quelque chose qui vous tient à cœur, là, qui est vivant en vous, n'hésitez pas à le faire dans la zone de commentaires. Si vous avez aussi des questions, peut-être, et je prendrai juste le temps d'y répondre très rapidement. Et s'il n'y a pas de... Voilà, s'il n'y a pas de questions, eh bien, il n'y a pas de questions, et c'est bien aussi. En tout cas, vous pourrez toujours me les poser après, voilà, sur l'événement, en fait, ou directement en MP, en message privé pour moi, si vous avez des questions particulières. Et donc, je vais maintenant laisser le mot de la fin à Marie, de Petit Bambou, qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ce partage qui était très riche. C'était beaucoup d'émotions. On a senti beaucoup d'émotions dans ton partage. On sent que tu es très investi dans ta mission auprès des détenus. C'est vraiment chouette d'avoir ce retour. Merci beaucoup. Tu as beaucoup de remerciements également dans les commentaires. Il y a une question alors plutôt technique sur le fait de pouvoir revoir ce live et notamment la méditation que tu as conduite à la fin. Donc oui, hein, tout sera disponible en replay sur la page LinkedIn de Petit Bambou. Et je mettrai également la vidéo sur le channel YouTube de Petit Bambou dans la playlist Méditation et Travail, où vous retrouverez le direct, donc cet atelier en entier, et y compris donc la méditation de fin que tu as faite. Écoute, merci à toi. On n'a pas de questions. C'était un bon moment. Merci à vous tous d'avoir participé. Je vous souhaite, moi, une très bonne journée, une belle semaine à tout le monde. Et Stéphane, si tu veux faire une petite phrase de conclusion, je t'en prie. Ouais, peut-être dire juste faites-vous confiance. Et je dirais aussi ouvrez des espaces. Voilà, ouvrez des espaces dans lesquels vous pouvez respirer et dans lesquels les autres peuvent respirer avec vous. J'appelle respirer le sens de se poser ensemble, de pouvoir se